Merci beaucoup pour cette introduction. On l'applaudit bien fort. Donc, je pense que vous venez pour l'amour et pas pour la chimie. Donc, ça va être très très succinct en chimie. Et puis, je vais essayer de vous parler d'amour un petit peu aussi. Vous allez voir, on va essayer de combiner les deux. Donc, qui je suis déjà peut-être? Est-ce que ça marche comme ça? Ça a eu marché. Sans ça, on va le faire à la main, ce sera pas mal. Voilà. Donc en fait, je suis pharmacochimiste. Donc parmi les chimistes, j'appartiens à la tribu des pharmacochimistes. Et notre travail, c'est d'essayer deux choses. De contribuer en tant que chimiste à comprendre le vivant, ça c'est la partie recherche fondamentale. Et puis une deuxième partie qui est d'essayer de faire des molécules pour soigner le vivant, faire des médicaments. À l'université, bien sûr. Donc en gros, mes collègues et moi-même, les questions qu'on se pose en permanence en tant que chercheur, c'est la vie, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que la maladie, bien sûr, etc., etc. Et j'avais démarré ma carrière par 16 ans dans l'industrie, j'en avais marre, je suis revenu à l'université pour retrouver ma liberté. Et en arrivant à l'université, il a fallu que je démarre un projet de recherche. Et je me suis dit, mais finalement, maintenant que je suis libre, à part les questions de la vie, de la mort et de la maladie, quelles sont les questions importantes pour nous tous? Et je ne sais pas pourquoi, mais ce qui m'est immédiatement venu à l'esprit comme question, c'est, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et plus précisément, comme je suis chimiste, quels sont les mécanismes moléculaires de l'amour? Ça, c'est en 1997. Et donc, à l'époque, c'était le début de PubMed, qui est la base de données la plus importante pour nous. Eh bien, il n'y avait strictement rien dans les sciences dures, bien sûr, sur le thème de l'amour. Donc, impossible de démarrer le projet. Quand même, on a commencé à réfléchir. Et puis, avant d'aborder un projet, comme vous tous, j'imagine, il faut bien préciser la question. Si on va avoir une réponse précise, il faut que la réponse soit aussi précise que possible. Donc, si je vous demande qu'est-ce que c'est pour vous que l'amour, eh bien, je pense qu'il va y avoir une multitude d'approches et de réponses possibles. Est-ce que c'est un instinct? On pense à l'amour maternel, à l'amour paternel. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est, comme j'en suis convaincu, une manière consciente ou inconsciente de tenter désespérément de donner un peu de sens à sa vie, de lutter contre l'absurde? Est-ce que c'est un commandement? Si vous êtes catholique, hein, aimez-vous les uns les autres, point barre, j'obéis. Est-ce que c'est une nécessité pour soi-même, pour l'espèce? Est-ce que c'est une drogue? Je pense que vous êtes tous plus ou moins amoureux, là, vous l'avez tous été. Vous vous rendez compte que dans les moments de paroxysme de l'éros, vous êtes complètement accro, quoi. L'amour est une drogue. Si vous avez un chagrin d'amour aussi, vous avez strictement les mêmes symptômes que le manque. Si vous êtes aussi accro à la cocaïne ou à la morphine, ou pas la morphine, pardon, ou à la nicotine, eh bien c'est exactement les mêmes symptômes. Est-ce que c'est une addiction? Oui, bien sûr. Donc vous voyez que la question est assez complexe. À quel amour va-t-on s'intéresser? Parce qu'en France, quand on dit j'aime, je t'aime, ça peut être à un ami, ça peut être à ses enfants, ça peut être à son compagnon, à sa compagne. Est-ce que derrière, il y a du désir? Est-ce qu'il y a de l'empathie? Est-ce qu'il y a du sentiment? Est-ce qu'il y a de l'attachement? Ou de la charité? J'aime mon prochain. Donc, ce n'était pas évident déjà de définir le projet de recherche. Et puis là, en attendant d'avoir un point de départ scientifique, on a commencé à regarder ce qu'en disent les uns les autres. Et là, il y a un gars super qui s'appelle André Comte-Sponville, qui est un philosophe français contemporain, mais qui a surtout la faculté d'exprimer extrêmement clairement différentes approches scientifiques. Et en allant lire ses livres, eh bien, il nous a aidé très rapidement à voir ce qu'on disait déjà au moins les anciens, les Grecs, les Latins, qui depuis toujours avaient différencié trois formes d'amour, baptisées Eros, Philia et Agapé. Il y a un peu de Storgé aussi, bon, on va le laisser de côté. Eros, Philia et Agapé, donc trois formes d'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Eros, Platon le définit comme l'amour est désir et le désir est manque. Donc Eros, c'est l'amour-passion. Et clairement, lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, généralement, vous espérez de l'amour en retour. Généralement. Hein. À tous les coups, même, je dirais. Donc, voilà. Donc, clairement, vous espérez qu'avec cette personne, vous allez atteindre une complétude pour avoir la vie la plus extraordinaire que possible. Donc, c'est l'amour-passion, l'amour romantique. Et son moteur est le manque. S'il y a un manque, il y a du désir. S'il y a du désir, on va aller vers l'autre et on va essayer ensemble de combler ce manque. Deuxième forme d'amour identifiée par les Grecs, c'est philia. Et là, c'est l'inverse. Le moteur, c'est pas le manque, c'est pas le désir, c'est en fait la joie. La joie d'avoir un ami, la joie d'avoir des enfants et de partager des moments avec eux, la joie d'avoir une bouteille de vin blanc sur la table si on aime le vin blanc. Tout ça, c'est de la joie. Donc voilà, et j'aime le vin blanc, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, mais derrière ça, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de manque, en principe. Le manque vient s'ils décèdent, s'ils disparaissent, s'il n'y a plus de pinard dans la cave. Donc là, il y a un petit manque. Mais en temps normal, si on aime le vin, voilà, on est dans philia. Et puis la troisième forme qui a été imaginée, c'est agapé. Là, c'est l'amour universel de son prochain, une sorte de charité universelle. Je ne suis pas sûr qu'elle existe, mais en tout cas, l'abbé Pierre, enfin voilà. Non, bon, je déconne. Donc,
on peut rêver. Voilà, donc a priori, il n'y a pas une question, quels sont les mécanismes moléculaires de l'amour, c'est quels sont les mécanismes moléculaires d'éros, de philia, d'agapé. Parce que vous voyez que clairement derrière, il y a des comportements, des émotions qui sont très différentes. Donc déjà, on précise la question. À tort, comme on va le voir. Bon, après, on peut regarder du côté des poètes. Je vous recommande la lecture d'Éluard. C'est vraiment magnifique, ces poèmes d'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. Puis Ovide aussi, tout à fait intéressant. Il a écrit 2 petits traités. Apprendre à aimer, qui est pas mal, mais surtout, il y a apprendre à désaimer. Donc, si vous venez de vous faire larguer, allez lire Ovide, c'est très simple. Il y a plein de recettes de bon sens, c'est un romain, donc c'est du bon sens, pour essayer d'oublier celui ou celle qui vient de vous larguer. Donc voilà, les poètes, bien sûr. Alors ça, c'est vachement utile d'aller lire les poètes, ce qu'ils disent sur l'amour, parce que ça va rendre le chimiste immédiatement très très modeste. Il est clairement inenvisageable qu'un jour, un chimiste ou qui que ce soit aille comprendre comment un poète a pu écrire un poème d'amour. C'est impossible. D'accord ? Donc ça nous rend modeste. On va essayer de gratter un petit peu la surface de ce que peut être l'amour, mais la poésie va nous rendre modeste. Les psychanalystes, je ne sais pas s'il y a des fans de psychanalyse dans la salle. Bon, bien sûr, l'amour, Freud, le rapport à la mère, le rapport à soi-même, le désir, les premiers instants de la vie. Donc on va y revenir peut-être un peu plus tard. Et puis Lacan qui définit l'amour comme donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Donc je vous laisse réfléchir. Il m'a fallu quelques années pour comprendre que ce n'était pas complètement idiot. Mais lui-même ne se souvenait plus qu'il avait dit ça et il était incapable de l'expliquer d'ailleurs. Bref. Et puis les scientifiques ont commencé à s'intéresser aux passions. Donc on ne peut pas ne pas citer Jean-Didier Vincent, qui a publié dans les années 85-86 Biologie des passions, qui est un des premiers livres de référence pour rapprocher de manière scientifique ce que sont les passions, les émotions. Plus récemment, Lucie Vincent, qui a été sa femme, sa compagne, jusqu'à ce qu'il divorce, et qui a écrit des petits bouquins intéressants, Petits arrangements avec l'amour, etc. Donc voilà ce qui existait dans les années 96-97. C'est intéressant d'avoir ces visions multiples sur l'amour, parce que ça va nous aider peut-être à aborder la question au niveau des sciences expérimentales, j'ose pas dire des sciences dures, devant vous. Et la question qui restait bien sûr pour nous, en tant que chimistes, c'est quels sont les mécanismes moléculaires de l'amour. Alors, comment aborder ça ? 2 diapos de chimie, vous n'êtes peut-être pas tous chimistes, donc je vous rappelle qu'il y a un type génial qui s'appelait Démocrite, qui déjà en 430 avant Jésus-Christ, simplement en analysant le monde autour de lui, est arrivé à cette notion, tout dans l'univers est fait d'atomes et de vide. Les étoiles, le rocher, le chien qui passe, moi-même, nous sommes tous faits d'atomes et de vide, et avec Leucippe, et puis Démocrite, et plus tard Lucrèce, c'est les gens qui sont à l'origine de l'approche atomiste, donc cette vision de physicien un peu de l'univers. Et la science contemporaine, bien sûr, leur donne raison. Tout est fait d'atomes et de vide, et c'est important d'être d'accord sur ce principe de départ. Donc, rappel de chimie, aujourd'hui, on a identifié à peu près 118 familles d'atomes différents. Donc, des atomes, voilà, c'est les petites boules ici, qui sont capables de s'accrocher les unes aux autres, alors de faire 1 liaison, 2 liaisons, 3 liaisons, 4 liaisons, et vous avez vos pièces de Lego. Et puis, la nature et aussi le chimiste peuvent s'amuser à accrocher ces atomes les uns aux autres, comme des Lego, pour bâtir des molécules. Et il y a un nombre infini de molécules pratiquement dans l'univers. Donc, voilà l'hydrogène, l'eau, etc., etc. Juste petit rappel de chimie. Donc on va parler de ça. Donc la chimie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est extrêmement concret, à ce niveau-là, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est des billes, des boules, des objets que l'on ne peut pas voir, mais qui sont là. Ça ne marche toujours pas, cette chose. Je vais continuer comme ça. Voilà. Juste pour vous dire, vous aussi, vous êtes des gros tas de molécules. Nous sommes tous des tas de molécules. Si vous y réfléchissez, depuis votre naissance, des molécules, vous en mangez, vous en buvez, vous en respirez. Ça, c'est ce qui rentre. Et des molécules, vous en pissez, vous en déféquez, vous en desquamez, vous en transpirez, vous en pleurez, vous en saignez. Ça, c'est ce qui sort. Donc il y a des molécules qui rentrent et des molécules qui sortent. Et entre-temps, elles restent là, en tas, pas inertes, on va le voir, en tas vivant, à se frotter les unes contre les autres. Et donc la corollaire de ça, c'est que tout ce qui se passe en vous, c'est des interactions chimiques, des interactions moléculaires. Donc pour faire suite à Démocrite ou Leucippe, on peut dire que dans votre corps, tout est fait de molécules et de vide. Alors voilà quelques exemples de molécules. Molécules d'eau, le glucose qui est dans le sucre, l'adrénaline quand vous êtes attaqué par un chien ou quand vous tombez amoureux, votre cœur bat un peu plus vite. Voilà en gros une protéine, des molécules beaucoup plus grosses, l'ARN, l'ADN et des peptides, peu importe. Donc vous êtes fait de ces molécules. Ce n'est pas pour ça, parce que vous êtes moléculaire, que vous êtes fait de cette matière, que vous en êtes moins noble, moins respectable et moins mystérieux, comme on va le voir. Mais on part au moins de ce constat, tout est fait de molécules. Ça va ? Pas choqué ? Bon.
Quand vous vous regarderez dans le miroir, essayez de voir les molécules qui s'agitent en vous, ou dans votre mojito, les molécules de sucre et autres que vous avalez. Donc, qu'a fait la science? Qu'a fait la science depuis la nuit des temps? Elle s'est intéressée à qu'est-ce que c'est que l'être humain. Donc, on a commencé à identifier les organes dont on est fait. On s'est rendu compte grâce au microscope que ces organes étaient faits de cellules. Et puis en regardant encore de plus près avec d'autres techniques, on s'est rendu compte que les cellules, c'était une assemblée de petites molécules. Et aujourd'hui, on a fait pratiquement tout le chemin de gauche à droite. On connaît les 23 000 gènes, on connaît pratiquement toutes les protéines et presque tous les métabolites du corps humain. Donc on connaît en gros toutes les pièces de votre mécanique, de votre horlogerie. Maintenant, ce qui reste à faire, et qui ne sera jamais abouti, c'est faire le chemin inverse. Maintenant qu'on a toutes les pièces sous les yeux, comprendre comment elles vont interagir entre elles pour donner des fonctions simples ou pour donner des fonctions de plus en plus complexes. Et c'est là qu'en est la science aujourd'hui, c'est remonter du simple vers le complexe. Et je vous rassure, on n'y arrivera jamais. C'est absolument impossible. Quand on commence à mettre quelques chiffres, on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui, mais c'est absolument impossible. Donc c'est une approche réductionniste, peut-être. On peut être taxé de réductionnisme par rapport à l'holisme, qui considère que le tout, c'est plus que la somme de ses parties. Moi, je suis plutôt réductionniste, c'est-à-dire que le tout est la somme de ses parties, mais la somme comprise de ses parties. On connaît aujourd'hui toutes les parties, toutes les molécules, et on est très très loin de comprendre, et on ne comprendra jamais, comment toutes ces molécules interagissent pour faire battre un cœur, pour qu'un individu ait des interactions sociales, par exemple. Mais voilà. On en est à peu près là aujourd'hui de la science et essayer de comprendre le vivant au niveau moléculaire et on vient se heurter immédiatement à une complexité monstrueuse qui nous protège justement de toute dérive et de tout abus. Juste pour embêter les physiciens, je parle de métachimie au lieu de parler de métaphysique. Voilà. Bon, revenons à notre question. Qu'est-ce que l'amour? Je me suis posé la question en revenant de l'industrie à l'université en 1997 et comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien dans les bases de données. On ne savait absolument pas par quel bout démarrer ce projet. Donc des discussions, des interactions, on démarre le projet, on ne le démarre pas, comment? Et puis impossible de démarrer. Jusqu'à une publication. Et là, il y a un type qui s'appelle Lowell Lee Gates, à qui on rend rarement hommage. Ce gars-là, il a passé toute sa vie, c'est un zoologue aux États-Unis. Donc il a passé toute sa vie à plat ventre dans l'herbe, alors soit des prairies, soit des montagnes, à observer les campagnols, le comportement des campagnols. Donc des fois, on a le sentiment que le CNRS, l'université, finance des projets débiles et inutiles. Eh bien, ce gars-là, toute sa vie, on l'a payé pour aller étudier des campagnols. Et il n'avait jamais imaginé, il a heureusement profité de ça à sa retraite, que ça allait ouvrir un champ monstrueux de recherche. On est parti de 0 à 45 000 publications aujourd'hui autour du domaine. Comment ça a démarré? Eh bien, ce qu'il avait observé, c'est que dans les prairies de l'Illinois, les campagnols venaient bouffer son maïs toujours par couple, mâle-femelle. Il leur a mis des petits capteurs, il les a suivis, il s'est rendu compte que ces couples étaient absolument fidèles, et qu'ils étaient absolument monogames, et que lorsqu'il y avait des petits, le père et la mère s'en occupaient. Par contre, lorsqu'il est allé faire ses observations dans les montagnes rocheuses, beaucoup plus haut, il a aussi vu des campagnols, mais ils arrivaient un par un, mâle ou femelle. Il leur a mis des capteurs, et ce qu'il a observé, c'est qu'ils ne vivaient pas en couple, ils étaient polygames. Dès qu'un mâle croisait une femelle, il y avait copulation, et après le père se barrait en laissant la mère se débrouiller avec les enfants. Situation bien connue. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait en tant que bon scientifique? Alors après, c'est Sue Carter et Thomas Inzel qui ont fait le travail. Ils ont capturé ces animaux, ils les ont amenés au laboratoire, ils ont confirmé les comportements. Les monogames étaient vraiment monogames et les polygames étaient vraiment polygames. Et ils ont dosé tout ce qu'ils pouvaient doser, dans le sang, dans le cerveau, dans la moelle épinière, etc., etc. Et la seule différence qu'ils ont vue, c'est les taux de concentration dans une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'ocytocine chez les monogames et très peu d'ocytocine chez les polygames. Si vous êtes scientifique, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il a pris des polygames de la montagne, il lui a injecté directement dans le cerveau à la seringue. C'est facile chez l'animal, c'est pas douloureux. Il n'y a pas de système sensitif dans le cerveau. Donc, il a injecté directement l'ocytocine. Eh bien, les polygames sont devenus monogames. Et le père indigne est devenu un père attentif. Ça fait rêver, hein? Et donc après, il a pris, évidemment, il a fait la manip inverse, il a pris des monogames de la prairie, il leur a injecté une molécule qui bloque le récepteur. Eh bien, les monogames sont devenus polygames. Et le papa modèle est devenu un père je m'en foutiste. Donc il a inversé des comportements aussi forts et aussi subtils que l'attachement entre animaux, que l'attachement entre ces animaux et leurs petits, simplement avec une hormone, une molécule. J'ai eu la chance d'être à cette conférence qui était à Montréal. À la fin de sa conf, il y a eu 10 secondes de silence.
Vraiment, on entendait dans toutes les têtes, mais c'est pas possible, quoi. Même ça avec une molécule. Donc c'est le départ. Et il se trouvait que je travaillais déjà sur cette molécule, donc le hasard a bien fait les choses. Et on a immédiatement démarré la recherche à partir de ces observations. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc point de départ. L'ocytocine, c'est la seule structure que je vais vous montrer. Si vous avez des étudiants de chimie, c'est une molécule qui est un peu grosse, mais elle n'est pas monstrueuse, hein. Il y a 9 acides aminés sous forme cyclique. Voilà, c'est fabriqué dans le cerveau, c'est libéré dans le cerveau, puis après ça part dans le sang, ça va dans tout le corps. Voilà, c'est une molécule pas très antipathique pour un chimiste. Il y a pire. Observation tout de suite, on s'est rendu compte que cette molécule existe pratiquement à l'identique dans toutes les espèces animales à reproduction sexuée, depuis la nuit des temps. Chez l'homme, chez les primates, chez les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les hydres, les asticots, tous ces animaux fonctionnent à l'oxytocine. Et chaque fois, elle a un rôle essentiel pour leur espèce, comme on va le voir tout de suite. Conservé depuis au moins 700 000, alors pas tout à fait 700 000, l'oxytocine c'est 700 000, son précurseur, 700 millions, 100 millions, et son précurseur c'est 700 millions d'années. Donc c'est là depuis aussi loin qu'on ait pu remonter. Donc, hormone importante. Comment ça marche? Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en gros, à la surface, dans la membrane des cellules, il y a une protéine qui est le récepteur de l'ocytocine. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ocytocine qui est relarguée par le cerveau va se balader partout, dans le cerveau puis dans le sang. Et puis à un moment donné, elle va rencontrer une cavité ici, et elle va s'emboîter parfaitement comme une clé dans une serrure dans cette cavité. Et quand l'hormone rentre dans son récepteur, ça va provoquer toute une cascade d'événements qui vont conduire à différentes fonctions. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas être plus biologique que ça. Ces fonctions, quelles sont-elles? Et c'est là que c'est devenu fabuleux. L'ocytocine, en fait, est connue depuis les années 1950. Ça a même valu le prix Nobel à Duvigneau, un chimiste canadien, qui a caractérisé la première hormone peptidique chez l'homme. Et très tôt, on s'est rendu compte que cette hormone elle contrôlait quelque chose d'extrêmement important. C'est produit et libéré en grande quantité par la femme, par les femelles, de manière générale, chez les animaux, pour provoquer l'accouchement, les contractions de l'utérus. C'est cette substance que les gynécologues ou les sages-femmes injectent aux femmes, encore aujourd'hui, pour les faire accoucher, quand elles n'ont pas le temps de s'occuper de toutes les femmes de front. Donc avant, c'était 80%, aujourd'hui on est tombé à 60%. Il n'y a guère que 20% des femmes qui auraient besoin d'un accouchement provoqué. C'est fait pour des raisons de manque de personnel et de logistique. On fait accoucher les femmes à volonté pour simplement que les sages-femmes puissent s'occuper les unes des autres. C'est scandaleux. Les gynécologues sont en train de réfléchir, c'est en train de changer. Donc c'est ça qui est fabriqué par les femmes pour provoquer l'accouchement. C'est aussi ça qui permet aux mammifères d'éjecter le lait, que les glandes mammaires puissent propulser le lait. Et puis on s'est rendu compte plus récemment qu'en fait elle est absolument essentielle pour protéger l'enfant de la douleur. La femme, elle en bave, alors imaginez le gamin. Donc ça on pense assez peu souvent au gamin, lui aussi il souffre en passant dans l'utérus qui se contracte. C'est assez compliqué. Et des fois, il reste coincé tellement longtemps qu'il peut rester 5-6 minutes en manque d'oxygène. Il va sortir un peu bleu, puis il va faire une jaunisse, mais en tout cas, le cerveau, ça va être à peu près intact. Et ça, c'est grâce à l'ocytocine. Pas d'ocytocine, eh bien, il y aurait des problèmes. Donc ça, voilà ce qui se passe au niveau reproduction. C'était à peu près connu, sauf la douleur et l'hypoxie, c'est plus récent, mais le reste est connu depuis les années 1980-2000. Qu'est-ce qui est apparu depuis le travail sur les campagnols? Eh bien, plein de choses. On s'est rendu compte que cette molécule était essentielle pour l'attachement entre parents et enfants. C'est cette molécule qui va induire, ou en tout cas développer, le comportement maternel et le comportement paternel. C'est assez étonnant parce que lorsqu'une femme est enceinte, à partir de 5 mois, les taux d'oxytocine montent chez elle. Au moment de l'accouchement, il y a un pic. Et puis après, tant qu'elle va allaiter, un très fort taux d'ocytocine. Et puis quand elle arrête d'allaiter, ça retombe à la normale. Et bien bizarrement, la courbe chez le père est la même. Alors que lui, il n'a pas de modification hormonale due à la grossesse. Bon, à part le pic de l'accouchement, où là, il a plutôt un pic de stress, mais sans ça, l'oxytocine va suivre par empathie avec la mère. Ça va faire aussi monter l'ocytocine chez lui. Et ça va contribuer à son comportement maternel-paternel. Chez les animaux, on peut induire à volonté ou bloquer à volonté le comportement maternel ou paternel des petites souris. Et puis chez l'homme, ça a été assez bien étudié par une chercheuse israélienne, dont le nom m'échappe, mais il me reviendra. Donc essentiel. C'est également essentiel pour l'affiliation, c'est-à-dire vraiment la construction de la personnalité dans les premières semaines de la vie. Le décodage des codes sociaux, on peut peut-être le dire comme ça.
comprendre si ce qu'il fait est bien ou mal, et puis comprendre que les gens qui entourent l'enfant sont son groupe, sa famille, les gens auprès de qui il peut trouver de la nourriture, de l'affection, du réconfort. C'était montré chez l'homme. On pourra discuter plus tard. Comment est-ce qu'on prouve ça chez l'homme? On pourra en discuter. Ce sera un peu trop long. Bravoure, ça n'était fait que chez l'animal. On n'a pas testé ça chez la femme. Mais clairement, s'il y a de l'oxytocine, une femelle chatte ou chien ou n'importe quel animal va défendre ses petits en n'ayant jamais peur de quoi que ce soit. Bon, le père, généralement, essaie de tirer. Eh bien, c'est l'oxytocine. Si on donne de l'oxytocine, on exacerbe le sentiment. Si on bloque l'oxytocine, la mère va se tirer avec le père et laisser l'enfant se débrouiller. D'accord? Donc c'est assez surprenant. Dépression post-accouchement. Plus la femme fait d'oxytocine, plus l'épisode de dépression post-accouchement va être court. Alors ça, c'est un petit peu ambigu. Il semble que l'oxytocine induise un sentiment de plaisir à travers les récepteurs, des endorphines, etc., mais sans réellement conduire à une addiction. C'est pour ça que mon terme est un petit peu ambigu ici. Donc c'est un médiateur de plaisir. Ça va associer du plaisir à tous les comportements que l'on a vus avant, pour qu'on ait envie d'y retourner. Voilà. Et puis dépendance, alors oui, indirectement aussi, bon, ça passe par la dopamine, ça passe par d'autres neurotransmetteurs. Donc déjà ça a été absolument stupéfiant, y compris le comportement maternel et paternel, avec derrière l'ocytocine. Autre chose, ce que l'on avait vu chez les campagnols, formation de couple, fidélité, à quoi c'est dû? On s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas réellement l'oxytocine qui était essentielle, ou la vasopressine, c'était surtout le gène. C'est-à-dire les deux groupes animaux fabriquent la même hormone, fabriquent le même récepteur, mais la différence, c'est ce qu'on appelle le promoteur du gène. Alors, vous savez peut-être en génétique, ça c'est le gène complet, ça c'est la partie en bleu ici qui code pour la protéine, donc elle est identique chez les deux espèces. Par contre devant, il y a ce qu'on appelle les promoteurs. Et ça va conditionner à quel endroit et à quel moment la protéine va être fabriquée. Mais on s'est rendu compte que c'est là qu'il y avait la différence entre les deux groupes d'animaux. Donc la différence, elle est génétique. La nature a sélectionné dans la montagne ceux qui avaient le promoteur court et a sélectionné dans la prairie ceux qui avaient le promoteur long. Voilà, donc l'explication de la différence de population. Et là, une manip extraordinaire qui a été faite par Thomas Inzel, c'est qu'ils ont pris une souris de laboratoire absolument polygame, et ils lui ont transféré le gène du campagnol avec le promoteur long. Et bien simplement par ce transfert de gène, ils ont rendu la souris monogame. Donc là aussi, on a fait de la thérapie génique. Donc si votre conjoint est un peu volage, un petit peu de thérapie génique, et puis ça devrait le rendre un peu plus fidèle, un peu plus loyal. Alors pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que l'on voit chez la souris est vrai chez l'homme? Eh bien dans 99% des cas, oui. Pas tout le temps, mais souvent oui. Donc est-ce qu'il y a aussi une application de l'ocytocine ou de son récepteur dans la fidélité, dans la formation de couple, chez l'humain? Et là, il y a des tas d'expériences qui ont été faites, mais juste une des plus... il y a une étude qui a été faite sur 17 000 paires de jumeaux suédois. Il y a beaucoup de jumeaux en Suède. Donc c'est très très pratique pour faire de la génétique parce que leurs gènes sont très très proches. Il est plus facile de trouver les différences. Donc une étude énorme a été faite, il y a plusieurs études d'ailleurs, qui montrent qu'en fait parfois il y a un variant au niveau du gène du récepteur de l'ocytocine qui fait qu'effectivement, en double aveugle, des sociologues et autres ont observé que ceux qui avaient un promoteur donné, il y avait 2 fois moins de mariages, 2 fois plus de problèmes dans le couple. Donc y compris chez l'homme et chez la femme, on retrouve une prédisposition génétique à avoir des relations stables ou instables en couple. Donc si vous êtes infidèle, ce n'est pas de votre faute, c'est vos parents qui vous ont... D'accord? Bon, il faut tout de suite mettre un énorme bémol, c'est-à-dire il y a une influence de nos gènes, bien sûr. Hein, on n'est qu'un patrimoine. Mais heureusement, derrière ça, passe notre histoire, l'environnement, l'éducation. Donc plus on avance dans la vie, plus l'environnement a une pression forte sur nous, moins le poids des gènes est fort. Mais on en trouve la trace, de manière statistique. Des publications assez extraordinaires. Donc voilà, donc là aussi ça y va. Et puis je vais pas être trop long, mais on a montré que ça stimulait le plaisir, que c'était indispensable à l'érection chez l'homme. On a beau avoir du Viagra, mais il faut absolument de l'oxytocine, sans ça il n'y a pas d'érection. Et puis qu'il y a des gros pics d'oxytocine au moment du baiser sur la bouche. C'est ce qui est le plus dangereux, le baiser sur la bouche. Au-delà d'1 minute, le baiser sur la bouche, quand il est agréable et bien fait et plaisant, eh bien, il va induire un attachement sentimental.
Donc si vous ne voulez pas qu'on s'attache à vous, n'embrassez pas plus d'une minute. C'est extrêmement fort. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des pics d'oxytocine à ce moment-là qui créent un lien affectif entre les personnes. Et puis au moment de l'orgasme aussi, des gens qui ont fait de l'imagerie, des mesures de prise de sang, etc., pendant des orgasmes. Les publications sont toutes des publications faites avec une grande rigueur scientifique, et donc vous pouvez aller vérifier tout ça. Ça a l'air absolument crédible. Voilà. Donc vous savez quoi faire. Et dernier aspect, c'est montrer qu'il y a un attachement entre l'individu et le groupe social. Il a été démontré que l'oxytocine augmente considérablement l'empathie. L'empathie, ce n'est pas la sympathie. Hein. L'empathie, c'est la capacité à lire dans le regard ou sur le visage de l'autre ce qu'il est en train de penser, ses sentiments, ses émotions. D'accord ? Lorsque c'est plaisant, c'est sympathique. Lorsque c'est déplaisant, c'est antipathique. Mais au moins, vous savez lire dans les yeux et dans le visage. L'interaction sociale avec son groupe, interagir avec son groupe. Chez les souris, c'est ils se sniffent, ils se frottent les uns aux autres, 80% du temps. Chez l'être humain, c'est l'interaction verbale, c'est toute une série d'autres modes d'interaction. L'altruisme, la confiance surtout, des expériences magnifiques ont été faites sur la confiance. J'ai pas le temps de vous les dire, mais un petit spray d'oxytocine et vous faites confiance à votre banquier, en tout cas votre banquier vous fait confiance, il va vous prêter du fric. Si vous faites des confidences à un ami, donc si vous avez plus d'oxytocine, vous allez faire confiance à votre ami, lui faire des confidences les plus intimes. D'accord ? Donc la confiance. Donc d'où l'idée de mettre ça sur ses copies d'examen, de faire sniffer ses profs à l'oral, donc ou son banquier si vous allez emprunter du fric. Bref, ce qui est incroyable, c'est que ça marche. Là aussi, les références sont très très documentées. Et puis générosité, on s'est rendu compte aussi que les personnes très impliquées dans des associations caritatives avaient aussi un gène particulier du récepteur de l'oxytocine. Donc il y a une prédisposition génétique à être altruiste, généreux, agapé. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'agapé ? Ben voilà. Bien, donc vous voyez que cette hormone est fascinante. Dans ma vie, j'ai travaillé sur un paquet d'hormones, dopamine, sérotonine, acétylcholine. J'en ai jamais vu d'aussi extraordinaire que ça. Avec autant de fonctions, et l'idée qui est venue, c'est mais finalement, comment une hormone peut, quelle est la logique pour qu'une seule hormone, neurotransmetteur, joue toutes ces fonctions qui ont l'air complètement disparates. Et puis là, on peut se rendre compte de pas mal de choses, c'est qu'effectivement, on est en train de couvrir Eros, Philia et Agapé. Alors qu'on s'était un petit peu cassé la tête avant à essayer de distinguer ces trois choses, là, il y a de l'Eros, donc du désir, du plaisir, de l'addiction, etc. Il y a du Philia, l'amour maternel, etc. Puis il y a de l'agapé ici, avec la générosité. Donc en fait, il semble que la nature ait utilisé cette hormone, ce neurotransmetteur, pour induire tout ça. Et dans une logique, alors là, je suis dans l'interprétation personnelle, donc là, ça n'est pas un scientifique, mais il semblerait que la logique, c'est que cette hormone ait été associée à toute une série de fonctions nécessaires à la survie de l'espèce, à la survie du groupe. Si vous êtes un mammifère, eh bien, il va falloir accoucher, nourrir vos petits, il va falloir le défendre, établir des liens parents-enfants, limiter votre dépression, votre anxiété pour tout de suite être capable d'agir, vous intégrer à votre groupe social pour bénéficier de son entourage, et puis avoir envie de reformer un couple et de refaire des petits. Voilà, il y a une certaine logique. Et ça a l'air de marcher sur pas mal d'espèces. Donc voilà, quelle serait la logique de l'évolution ? C'est que cette hormone soit là pour rétablir des équilibres, associer du plaisir à tout ce qui va dans le sens d'augmenter les chances à l'espèce de survivre. Face à ça, on se dit qu'il était démontré d'ailleurs que l'oxytocine pouvait être impliquée dans toute une série de pathologies. Troubles de l'interaction sociale, un certain nombre d'addictions, la douleur, la dépression, l'anxiété sociale, l'anorexie, l'obésité, la schizophrénie, le vieillissement. Il y a des expériences chez l'animal et chez l'humain qui suggèrent que l'oxytocine joue un rôle primordial. Et donc peut-être, non seulement au niveau de la connaissance pure, mais au niveau des applications thérapeutiques, ça peut ouvrir des voies assez extraordinaires. Celle à laquelle on s'est intéressé tout de suite, c'est l'autisme. Pourquoi ? Je ne l'ai pas montré sur la diapo précédente, mais si vous prenez un petit rat ou une souris qui vient de naître, vous bloquez l'oxytocine, elle ne va avoir aucune interaction avec son groupe social, elle va rester coincée dans sa cage en solitaire. Et on s'est posé la question, mais qu'en est-il chez l'être humain ? Et on a pensé à l'autisme. Et lorsque, tout de suite, les études ont commencé, très tôt. Pourquoi ? Parce que l'oxytocine existait déjà sous forme de spray nasal, qui était utilisé par les femmes, alors pas en France, mais en Allemagne, dans plein d'autres pays, qui était utilisé pour faciliter l'éjection du lait. Spray nasal. Pourquoi spray nasal ? Parce que c'est la seule manière d'en envoyer un tout petit peu dans le cerveau, et c'est là que ça agit, et ça va agir après sur les glandes. Et donc tout de suite, ce médicament, entre guillemets, validé, était disponible. Et donc les chercheurs
sur l'animal, mais aussi directement chez l'homme et la femme, surtout chez l'homme, se sont amusés à faire sniffer de l'oxytocine dans toute une série d'expériences d'interactions sociales, de comportement. Donc des sociologues, des neuropsychologues, tous les psys qu'on peut imaginer, se sont mis à faire des études. Et chez les autistes, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait souvent un déficit en oxytocine. Et on leur a fait sniffer de l'oxytocine. Et pour la première fois de leur vie, quel que soit leur âge, en ayant sniffé l'oxytocine, ils ont arrêté ou limité les stéréotypies, les comportements répétitifs qu'ils ont généralement, pour évacuer en partie leur stress. Pour la première fois, ils se sont mis à regarder dans les yeux. Les autistes, alors il y a tout un éventail d'autisme. Je suis désolé, je les mets tous dans le même sac. On pourra en parler derrière. Ça va de Mozart, Asperger, jusqu'à des gens qui sont vraiment retirés du monde. Mais chez tous, en tout cas, pour l'instant, tous ceux qui ont été étudiés, ça rétablit la capacité à regarder dans les yeux. L'autiste va essayer d'échapper à votre regard, parce qu'il n'est pas capable de le décoder. C'est ça qui est commun à tous les autistes, c'est qu'ils naissent avec l'incapacité à décrypter des émotions dans un regard et sur un visage. Donc ils naissent en n'ayant pas les codes de l'interaction sociale. Quelle que soit votre ethnie, vous êtes capable à la naissance de reconnaître un visage souriant, un émoticône, un visage souriant d'un visage qui fait la gueule, des sourcils froncés ou d'un regard ouvert. Et vous savez, à ce moment-là, quand vous êtes tout jeune, vous faites un apprentissage. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, vous êtes récompensé par des sourires, des caresses. Quand vous faites quelque chose de mal, on fronce les sourcils. Et bien les autistes, malheureusement, n'ont pas les codes. Et donc, ils arrivent dans ce monde, ils n'arrivent pas à construire leur personnalité parce qu'ils n'ont pas ces codes de l'interaction sociale. Et bien là, un petit sniff d'oxytocine, et pour la première fois, ils vont vous regarder dans les yeux. Et pour la première fois, ils vont être capables de dire si vous êtes gentil ou méchant, gai ou triste. On rétablit une seule hormone et vous rétablissez vous enlevez ce filtre et vous rétablissez la capacité à interagir. Voilà, et de décrypter les interactions sociales. Donc ça, c'est venu valider l'idée que l'oxytocine pouvait être un traitement peut-être pour aider les autistes qui le souhaitent à essayer d'améliorer leur interaction sociale. Il y a des autistes qui ne veulent pas être traités. Ceux qui sont bien dans leur peau, dans leur job et qui valorisent leurs compétences particulières sont heureux. Les autres sont souvent malheureux. Alors, pourquoi pas utiliser l'oxytocine elle-même comme médicament? Puisque je viens de vous dire que ça marche. Eh bien, simplement, l'oxytocine, de par sa structure chimique, elle est trop grosse pour être absorbée. Si vous la prenez par voie orale, elle va rester dans vos intestins et ressortir. Si vous la mettez en intraveineuse, elle va être dans votre sang. Mais dans le sang, elle va se balader dans votre corps, sauf dans le cerveau. Le cerveau est protégé encore par une membrane particulière, trop grosse pour passer. Et puis en plus, lorsqu'elle va passer dans votre foie, en moins de 5 minutes, le foie va la couper en morceaux, l'oxytocine va disparaître. En plus, elle n'est pas complètement spécifique, elle va agir sur un autre récepteur qui peut avoir des effets secondaires. Bon, ce n'est pas très, très important. Mais surtout, et là on rentre dans le business, ça ne va pas être brevetable, puisque la structure est connue et les applications potentielles sont connues. Or, pour prendre un brevet, il faut que ce soit nouveau. Donc personne ne peut prendre de brevet sur tout ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez pas de brevet, aucune industrie pharmaceutique ne va investir 1 milliard d'euros, parce que c'est ce que ça coûte, 1 milliard d'euros, pour prouver que ce n'est pas toxique et efficace chez l'homme. Il faut absolument un brevet qui va vous donner l'exclusivité et vous laisser espérer des retours sur investissement. Donc pour toutes ces raisons, l'oxytocine ne peut pas être utilisée. Et c'est là que démarre mon job de pharmacochimiste, c'est ça mon travail, c'est d'essayer d'imaginer une molécule qui va mimer l'oxytocine, qui va être capable d'être prise par voie orale, d'aller jusqu'au cerveau, de se fixer sur le récepteur de l'oxytocine et de provoquer les mêmes fonctions que l'oxytocine, si possible en mieux. C'est notre défi classique. Tous les gens qui travaillent sur le médicament, c'est leur stratégie. Et généralement, ça marche toujours tout de suite. C'est-à-dire tout de suite, on fait des molécules qui marchent un peu, qui ne sont pas assez puissantes, pas assez stables, pas assez toxiques. Donc des fois, on trouve jamais, on n'arrive jamais au bout. Mais souvent, on démarre et on a un petit fil à tirer. Et bien là, je crois que je l'ai là, 34 ans de recherche, 28 ans d'échec. Pendant 28 ans, on a cherché, pas trouvé. Toutes les molécules que l'on faisait, la plupart se fixaient sur le récepteur, mais elles bouchaient le récepteur. C'est-à-dire, au lieu de mettre une clé dans une serrure, c'est comme si on mettait un chewing-gum dans la serrure. C'est déjà pas facile de trouver le bon chewing-gum. Donc on était heureux de trouver des molécules qui rentrent, mais ces molécules rentraient, mais n'activaient pas le récepteur. 28 ans d'échec. J'ai usé un paquet de doctorants et de post-doc, et j'ai fait monter mon hypertension, ma tension. Mais au bout de 28 ans,
Non, rassurez-vous, ils faisaient d'autres manips à côté qui leur ont permis de publier, de faire carrière. Donc on les a toujours fait avancer sur 2 projets de recherche, celui-ci qui était un peu casse-gueule, et puis d'autres projets, faire des sondes fluorescentes de l'imagerie où c'était beaucoup plus facile de trouver et de publier. Mais pour trouver ce qu'on appelle un agoniste, une molécule qui mime, 28 ans d'échec, et puis un jour, alors je vais vous passer toutes les péripéties, on en a trouvé une qui marchait pas terrible, et puis on a travaillé autour, et on s'est rendu compte sur les 300-400 molécules que l'on a fait, sur les 50 000 molécules que l'on a testées, il y en a une qui marchait à peu près. C'était celle-ci. On l'a appelée le LIT001. Et sur quoi on l'a testée? Alors déjà, on a montré qu'elle se fixait sur son récepteur, pas trop mal, mais elle ne nous semblait pas encore assez puissante. Donc après 28 ans, on s'est dit, merde, on n'a vraiment pas à faire mieux que ça, on va peut-être arrêter le projet. Et puis à ce moment-là, heureusement, mes collègues Jérôme Becker et Julie Lemairer, qui sont chercheurs au CNRS et à l'INSERM à Tours, m'ont dit, écoute, c'est du boulot pour nous, mais si tu veux, tu ne vas pas arrêter tout de suite. On va faire 6 mois de boulot pour tester ta molécule sur nos animaux. Ils avaient développé des modèles d'autisme chez l'animal. Donc, amicalement, ils ont quand même testé notre molécule, et on n'y croyait pas trop, mais cette molécule est assez extraordinaire. Vous avez ici le temps passé chez les souris, le temps qu'elles passent à se frotter le nez, à se regarder, à se toucher. 80% de leur temps, elles passent en contact social. Vous leur donnez notre molécule, ça ne change rien. Par contre, ils ont développé des souris mutantes, des souris génétiquement modifiées. Ils ont supprimé un récepteur, et ces souris ont un comportement, entre guillemets, grosses guillemets, autiste. C'est-à-dire que les interactions sociales ont chuté. Elles ne passent plus que 17% de leur temps en interaction sociale. On leur donne notre molécule, et schlac, elles retrouvent complètement l'interaction sociale. Là, vous avez une courbe. Il y a eu des dizaines de courbes qui ont été faites sur des modèles différents, et chaque fois, ça resta. Voilà, on avait enfin une molécule qui était capable de mimer l'ocytocine, de rentrer dans le cerveau et de provoquer la réponse souhaitée. Malheureusement, cette molécule a été dans une thèse qui a été confidentielle pendant 3 ans. C'est la norme à notre université. Et puis ce résultat-là est tombé 3 ans et 3 semaines après le dépôt de la thèse. Et on a regardé, la thèse avait été consultée 82 fois. Donc cette molécule n'était plus brevetable. Donc 28 ans de travail, trouver enfin une molécule, et on ne pouvait pas la breveter. Parce qu'elle était déjà dans le domaine public. D'accord? Eh bien, donc il a fallu redémarrer encore pas mal d'années de recherche pour en faire une autre, aussi active, voire mieux, et surtout la garder confidentielle et essayer de la breveter. Donc je vous passe, ça fait encore à peu près 200 molécules fabriquées, beaucoup de désillusions, et puis enfin il y en a une qui est sortie. Je peux enfin vous montrer la structure, elle n'est pas très différente. On a bricolé tout ce qu'on peut bricoler, chaque fois on perd l'activité. Il n'y a que là qu'on a pu bricoler un petit peu, et cette molécule est absolument superbe. On a amélioré l'activité, on a amélioré la brevetabilité, elle est beaucoup plus stable dans l'organisme, et puis surtout on a pu la breveter. N'ayez pas peur, donc juste pour vous montrer les expériences qu'on peut faire chez la souris, ça par exemple, oui c'est des souris qui ont été traitées avec la dépakine. Vous avez entendu parler du scandale de la dépakine. La dépakine est cette molécule, ce médicament anti-épileptique, qui marche très bien, que tous les épileptiques ont pris. Simplement, chez les femmes enceintes, si elles prennent cette dépakine à un moment de leur grossesse, elles accouchent d'enfants autistes. C'est une molécule Sanofi. Depuis 20 ans, il y a un procès entre les mères de ces enfants autistes qui ont été traités à la dépakine et puis Sanofi qui prétend qu'il n'en savait rien alors qu'on a pu montrer qu'il le savait très bien. Donc le procès est en cours, donc je ne vais pas m'étendre plus loin. Mais ce qui est marrant, enfin marrant non, vous faites la même chose chez la souris, vous prenez une souris enceinte, vous lui donnez cette dépakine, qui est le valproate, et hop, elle va accoucher d'enfants, de petits souriceaux autistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aucune interaction sociale. Voilà un modèle d'autisme chez l'animal qui reproduit tout à fait ce que l'on voit chez l'humain. Eh bien, ces souris, alors là, je ne sais pas comment vous le montrer. Bon, en gros, là, c'est les souris normales, et ça, c'est les souris autistes, entre guillemets. On donne notre nouvelle molécule, les souris normales, ça ne change rien, les souris autistes, ça les ramène à la normale. Et ça, dans toute une batterie d'essais, et à une dose très très faible, 0,03 mg/kg. C'est-à-dire que si un jour on doit administrer ça à un être humain, le médicament fera la taille d'un demi-grain de couscous sec. Donc c'est très très puissant. La molécule est très puissante et elle marche dans tous les modèles. Ok, donc voilà la fin de l'histoire. Je vais m'arrêter. L'histoire se termine relativement bien. On a pu déposer le brevet cette fois-ci. Et vous savez que c'est là que s'arrête la mission de l'université. On ne peut pas aller plus loin parce qu'après c'est plus de la recherche, c'est du développement. On n'a pas l'argent, on n'a pas les compétences, etc. Pour aller plus loin derrière, jusqu'à l'homme, il faut au moins 8 ans. Entre 6 et 10 ans
minimum, maintenant, à partir de maintenant. Et il faut en gros 800 millions de dollars, d'euros. Donc ça, à ce moment-là, c'est une entreprise qui doit reprendre. Donc là, ça s'est bien passé. Les résultats accumulés ont permis à une société de racheter le brevet. Ils ont préféré créer une start-up qui s'appelle Oxentis et qui essaye aujourd'hui de trouver de l'argent pour aller au bout du projet et offrir un médicament aux autistes. Et au passage, on s'est rendu compte qu'elle servait des tas d'autres choses. Elle marche très très bien. Je regarde l'heure. Enfin, je ralentisse peut-être, non ? Ouais. Donc, je sais pas si on finit. Donc, il était aussi démontré par tous ces vers que ça marche très très bien sur le sevrage à l'alcool. Donc, si vous êtes alcoolique, vous décidez d'arrêter de boire, vous allez repiquer et repiquer en buvant beaucoup plus d'alcool. Eh bien, cet effet rebond, l'autre molécule la supprime. Et c'est la première qui fait ça. On est en train de la tester sur les addictions aux opiacés. Les résultats préliminaires montrent que ça aide au sevrage aussi aux opiacés. Ça marche extrêmement bien sur les douleurs neuropathiques, genre sciatiques et choses comme ça. La molécule marche très très bien comme attendu. Et puis on est en train de la tester, nous et d'autres laboratoires, sur l'anorexie, la boulimie, la dépression, tout ce qui relève des troubles de l'interaction sociale, qui peuvent se manifester de différentes manières. Et puis il est probable aussi que ça va marcher sur le vieillissement des os, de la peau et des muscles. L'oxytocine ralentit ce vieillissement. Et il y a même une publication qui vient de sortir avec notre première molécule, ce n'est pas notre travail du tout, qui a montré un effet positif sur la schizophrénie et surtout un effet positif sur la repousse des cheveux. En culture. Donc je ne sais pas si ça marche sur l'humain pour l'instant. Donc voilà. Donc cette hormone est vraiment incroyable, c'est presque embarrassant, quoi. Il y a trop d'effets. Donc, et la recherche continue. Donc on vient de lever de l'argent à l'ANR pour 4 ans de plus. Donc j'ai une retraite, je suis encore en retraite active pour quelques temps, j'espère, si j'ai la santé. Et là maintenant, on va essayer vraiment de photographier notre molécule dans son récepteur pour essayer de faire encore mieux et comprendre surtout pourquoi on a eu à batailler pendant 30 ans sur la possibilité de mimer cette hormone. On pense savoir pourquoi, mais on peut en discuter. Bon, je vais conclure sur l'amour quand même. Donc ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que l'amour n'est pas réductible à une hormone. Si vous donnez de l'oxytocine à quelqu'un, il ne va pas tomber amoureux. D'accord ? Ça va faciliter l'empathie. Mais après, si vous découvrez dans le regard de l'autre que c'est une crapule, quoi, donc vous n'allez pas tomber amoureux. Donc c'est un facilitateur de l'empathie, mais derrière le fait de tomber amoureux, c'est terriblement compliqué. Il y a tous vos gènes, toute votre histoire, tout votre environnement, toutes les expériences heureuses et malheureuses que vous avez faites dans votre vie. Plus l'olfaction, plus les formes que vous trouvez belles ou repoussantes, plus la texture de la peau. Tout ça est pris en compte une fraction de seconde qui fait que vous allez porter votre amour sur une personne ou sur une autre. Donc l'oxytocine à elle seule ne va pas vous rendre amoureux. C'est vendu comme l'hormone de l'amour. Il y a des boîtes qui vendent ça comme un filtre pour tomber amoureux. Ça ne marchera pas, évidemment. Hein ? Donc nous sommes bien d'accord, l'amour est très très complexe. L'amour n'est pas réductible à une hormone. L'amour n'est pas réductible à un gène. Le seul danger avec ça, c'est que si un jour on fait de la thérapie génique, on pourra peut-être créer des êtres humains, des alphas, du meilleur des mondes. Donc là, j'espère que Trump ne va pas se lancer là-dedans. Bon, il est en train de tuer la recherche, donc c'est bon. Donc, et puis surtout, dernière chose, il semble qu'au cours de l'évolution, il y ait une logique qui soit que l'oxytocine associe du plaisir à tout ce qui est utile à la survie de l'espèce, mais l'amour va bien au-delà d'une logique de reproduction, bien sûr. L'amour entre enfants de 5 ans à la maternelle, on peut tomber amoureux à 80 ans, et les amours homosexuels, pardon. A priori, ce n'est pas dans une logique de reproduction. Et bien sûr, ces formes d'amour sont tout aussi magnifiques et peut-être même utiles à la survie de l'espèce. On ne sait pas comment ça va se passer dans les années qui viennent. D'accord ? Donc voilà, et puis de toute façon, l'amour n'est pas réductible. Et donc, lorsqu'on commence à travailler là-dessus, on est content d'avoir un petit fil à tirer, mais on se rend compte aussi de l'incroyable complexité des mécanismes qu'il y a derrière, et ça nous rend tout de suite extrêmement modestes. Simplement, si ça peut aider dans telle ou telle pathologie, ben on sera content de le faire. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop court. Et puis, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà tous les gens qui ont aidé, donc l'équipe de chimie. Marie-Céline Franz, qui est vraiment la doctorante qui s'est lancée la première et qui est une étudiante extraordinaire, qui malheureusement travaille chez L'Oréal, donc elle est perdue pour la science. Et puis, les gens qui ont modélisé, les biologistes, surtout Jérôme et Julie, qui sont les pharmacologues qui ont mis au point les modèles sur la souris, qui sont deux personnes extraordinaires, extrêmement brillantes. Et puis, si vous voulez en savoir plus, j'ai pondu il y a quelque temps une déclaration d'amour à cette molécule. Voilà, Oxytocine, mon amour, c'est un bouquin qui détaille et qui donne toutes les références. Il y a 380 références là-dedans pour s'assurer que ce qu'il y a derrière ça, c'est de la science. Il y a aussi un plaidoyer pour la démarche scientifique
avec aussi des mises en garde. Voilà, je me permets de le citer, parce que les profits vont une association. Eh bien, je vais m'arrêter là, je crois, en vous remerciant, en espérant ne pas vous avoir saoulé, puis je suis prêt à répondre à vos questions. Alors c'est quelque chose qui est très répandu. Vous avez trouvé des conférences d'une collègue américaine là-dessus, et c'est pratiquement la plus fragile au niveau scientifique des expériences que j'ai listées, que j'ai répertoriées. C'est quelque chose qui se répand dans le monde scientifique et dans les médias. Et en fait, quand j'ai essayé de trouver la publication, il y a surtout des communications orales qui n'ont pas été validées par les pairs. Donc là, il faut se méfier, c'est peut-être la seule expérience sur laquelle je mettrai un bémol. Ce qui se dit, et l'expérience telle qu'elle l'a rapportée elle-même, c'est qu'effectivement, en suivant, alors les gens s'embrassent entre personnes amoureuses, pas amoureuses, avec des cathéters où on dose ce qui se passe dans le sang. Et donc, a priori, il y a eu pire qui a été fait, je vous raconterai pas. Sur l'érection, je ne vous dis pas les manips, avec des aiguilles partout, enfin bref. Donc, et la réponse est qu'effectivement, lorsque le baiser est plaisant entre personnes qui s'aiment, les taux d'oxytocine montent considérablement et c'est supposé venir renforcer l'attachement ou créer un attachement entre les personnes. Et si vous êtes amoureux de... J'ai vu que vos séminaires étaient multidisciplinaires. Donc il y a une vidéo magnifique qui est Mélanie, son nom m'échappe maintenant. Merde, c'est une petite vidéo de 10 minutes qui a été faite par une artiste qui a filmé 2 acteurs. On leur a demandé de s'asseoir dans un bus à Impérial et de jouer le rôle d'un couple qui s'embrasse. Elle a juste mis la caméra derrière pendant 10 minutes. Et c'est assez extraordinaire. On voit, au début, ils jouent très bien le baiser, et on voit qu'au bout de 30 secondes, 1 minute, ils continuent à jouer, ça a l'air d'être identique, mais on voit qu'il se passe quelque chose. Et qu'il y a le lien qui se crée. Et effectivement, ils sont sortis ensemble après, pendant je ne sais pas combien de temps. Mélanie Manchot. Donc regardez, Mélanie Manchot, ça s'appelle, je sais pas quoi, A Very Sweet Kiss, un truc comme ça. Les vidéos sont téléchargeables. Mélanie Manchot, une artiste belge. Oui. Alors la question, c'est le comportement maternel-paternel. Est-ce que c'est par le biais des sens, c'est ça la question, ou est-ce que c'est quelque chose d'instinctif? Il y a Ruth Feldman, j'ai retrouvé son nom. Donc si vous voulez voir, Ruth, R-U-T-H, Feldman. Elle dirige un institut de recherche en Israël et elle a fait énormément d'expériences chez l'animal, mais surtout beaucoup chez l'homme, pour suivre ça. Et elle a suivi des femmes enceintes à partir du 3e mois de la grossesse. Et puis après l'accouchement, pendant 2 mois, avec des sociologues et autres, elle a suivi les comportements maternels, paternels, en dosant l'oxytocine dans la salive et dans le sang. Et elle s'est rendue compte d'une chose qui est assez effrayante, c'est que plus il y a d'oxytocine chez la mère, plus il y aura d'interaction avec l'enfant. Et d'autres manips indépendantes ont été faites, plus il y a d'oxytocine chez le père, plus il aura d'interaction, de jeu avec l'enfant. Et ce qui est un peu troublant, c'est que ce qui colle le mieux avec le comportement maternel, entre guillemets, c'est les taux d'oxytocine chez la mère au 3e mois de grossesse. Donc en gros, une interprétation, mais là on glisse dans l'interprétation et plus dans le résultat. Ça c'est le résultat. L'interprétation, c'est de se dire que si une grossesse est voulue, qu'elle se déroule dans un environnement tout à fait confortable, etc., etc., l'anxiété est très basse, l'oxytocine est très haute, et ça va favoriser l'interaction mère-enfant, père-enfant par la suite. Si par contre il y a du stress, c'était montré, s'il y a un stress très très fort sur la mère, ses taux d'oxytocine vont être beaucoup plus bas et son comportement maternel sera altéré après la naissance. Est-ce que ça relève de l'instinct? Est-ce que ça relève des sens? On peut en discuter à l'infini. Je suis là jusqu'à 16h, donc à 15h30 on va dire. Oui. On ne sait pas. C'est l'empathie. Alors, une réponse facile, c'est l'empathie. C'est-à-dire s'il y a... oui, pardon, je répète la question pour la vidéo. Donc, est-ce que l'on connaît ce qui provoque que les taux d'oxytocine chez le père suivent à peu près la courbe de celle de la mère? Donc, chez lui, bien sûr, il n'est pas enceint, donc il y a peu de modifications hormonales dues à la fécondation qui sont là. Et donc, ça passe que par l'empathie. Plus il y a d'empathie entre l'homme et la femme, plus ils vont partager les mêmes sentiments. Et alors là, ça passe par le regard, ça passe par la parole, ça passe par des choses que l'on ne maîtrise pas. Et certainement multifactorielles et extrêmement complexes. Mais en tout cas, de manière très large, c'est l'empathie. Plus il y a l'empathie, plus l'oxytocine va monter chez les deux, plus ils vont partager des émotions, des sentiments, etc.
Oui. Oui, 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 oui. Donc chez le bébé, ben, déjà, il prend des doses massives d'oxytocine. Alors, il a été mesuré, bien sûr, au moment de l'accouchement. Et là, il en prend des doses massives parce qu'au moment de l'accouchement, dans le sang de la mère, il y a des taux d'oxytocine monstrueux. Et justement, ça va protéger le bébé de la douleur, en partie. Ça va le protéger du manque d'oxygène. Et même mieux que ça, ça va le protéger de l'agression d'un seul coup par tous les micro-organismes. Le bébé, il est stérile, il arrive dans le monde, schlac, il y a tous les microbes et les micro-organismes qui sont partout autour de nous qui vont venir envahir son tube digestif, sa peau, etc. Et donc, si un être humain était agressé, un adulte était agressé de cette manière-là plus tard, ben, on ferait une septicémie, ce serait la fin. Or là, c'est l'oxytocine qui le protège et qui permet à certains microbes de s'installer et à d'autres non. Donc la composition du microbiote qui va s'installer à votre naissance, que vous allez garder toute votre vie, il est sous contrôle de l'oxytocine à la naissance. Donc c'est assez extraordinaire. Oui ? Voilà, donc je répète la question, plutôt que de s'administrer des médicaments, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire monter soi-même l'oxytocine? La réponse est oui, et d'habitude je termine là-dessus en vous disant, mais souriez-vous, parlez-vous gentiment, caressez-vous, embrassez-vous, faites l'amour. Tout ça fait monter l'oxytocine et améliore votre bien-être. Et il y a d'autres manières, alors si vous ne voulez pas aller jusque-là, mais il a été démontré que la danse, par exemple, en couple, la lutte au corps à corps, donc la lutte gréco-romaine plutôt que la boxe, que la méditation, qu'est-ce que j'ai oublié, la musique, et notamment l'improvisation collective. Chaque fois que vous êtes dans du collectif et qu'il faut qu'il y ait de l'interaction avec l'autre pour que ça marche bien, eh bien, ça fait monter l'oxytocine et ça améliore l'attachement. Quand vous dansez, vous faites sniffer de l'oxytocine au danseur, eh bien, il va danser beaucoup plus de manière synchrone avec sa danseuse. Il va moins lui marcher sur les pieds. Ça va très loin. Je n'ai pas parlé aussi de l'interaction avec les animaux. Il y a plusieurs publications magnifiques qui montrent que le chien qui vous regarde avec ses yeux comme ça, qui font que vous allez craquer pour lui donner sa bouffe ou pour le faire sortir, en vous regardant comme ça, par empathie, il fait monter l'oxytocine chez vous. Et elle monte chez lui. Et vous allez craquer, lui donner ce qu'il veut. Et ça ne marche pas avec les animaux sauvages. La manip a été faite en labo, je ne vous dis pas, entre des chiens et des loups. Donc des loups ont été amenés dans les laboratoires avec leur maître, on leur a fait suivre des interactions, on leur a fait sniffer, on a récupéré l'urine. Alors chez le basset et chez le loup, c'est un peu compliqué, mais chez les autres, c'était assez simple. Donc voilà, il y a toute une série d'expériences incroyables qui ont été faites, mais qui vont dans votre sens. Oui, bien sûr, on peut faire monter l'oxytocine par des méthodes naturelles. Et je dirais même, si vous avez des interactions sociales ou autres normales, ne prenez pas d'oxytocine. Il y a un petit soupçon que ça vous pousse plutôt vers une diminution des interactions sociales. Voilà, suspicion pour l'instant. Donc l'oxytocine ramène tout le monde à la normale, mais peut-être, attention, si vous êtes normal en oxytocine, entre guillemets, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Et le seul effet secondaire qui est connu aujourd'hui, je termine là-dessus, c'est que ça renforce le sentiment d'attachement à son groupe, le patriotisme, le hooliganisme, membre d'un parti politique. Donc ça renforce le lien entre les membres du groupe. Et si le groupe est attaqué, ça décuple votre agressivité. Donc ça ne vous rend pas plus agressif, ça vous rend très agressif si le groupe est attaqué. Nous avons plein d'étudiants ukrainiens au laboratoire. Avant, ils se détestaient. Il y avait des russophones, des machins du sud, du nord, etc. Le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, schlac, ils ont fait bloc et ils se battent tous, ils sont allés s'engager pour aller se battre contre la Russie. L'oxytocine est montée, le sentiment patriotique. L'armée américaine a fait des études là-dessus. Heureusement, ça a merdé. Mais vous pouvez trouver dans la littérature une thèse d'un chercheur à l'école militaire qui a fait une thèse pour est-ce qu'on peut utiliser l'oxytocine pour manipuler les peuples et faire de la propagande. C'est écrit comme ça. Vous pouvez lire la thèse. Heureusement, ça ne marche pas. Vous voyez, il y a des questions à se poser. Ça augmente aussi la religiosité. Oui, ça reste normal, mais là, on a regardé sur 1 heure à 1 semaine. Si on insiste sur 3, 4, 5, 6 semaines, et c'est les manips qui sont en train de faire en ce moment, on suspecte qu'on peut induire un certain retrait social. Alors c'est ça qui est très curieux aussi. Sur la plupart de nos modèles, on a aussi fait des manips de donner pendant 1 jour ou 2 l'oxytocine et de suivre le comportement. L'oxytocine disparaît en 1 heure. Par contre, le comportement que l'on a vu est resté encore 2 semaines plus tard.
Donc ce que l'on soupçonne aujourd'hui, c'est que l'oxytocine lève une sorte de masque, que les animaux apprennent les codes de l'interaction sociale, et qu'une fois qu'ils les ont appris, mais ils les ont en mémoire. Donc on leur a donné le code, une fois qu'ils l'ont appris, voilà. Et donc pour les autistes, ce qu'on imagine, ce qui va rendre les études cliniques difficiles, c'est qu'il faudrait leur donner le plus tôt possible dans les phases d'apprentissage de l'interaction sociale, pour que l'effet soit gravé dans leur mémoire après, qu'ils n'aient plus besoin de médicaments, qu'ils sachent simplement que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Et chez l'adulte, oui, ça peut les aider quelque temps. Bon, l'adulte, il a déjà appris, enfin l'adulte autiste, qui s'est à peu près intégré dans la société, il a déjà appris les codes. Il ne les a pas naturellement, mais il sait que ça, il ne faut pas qu'il fasse. Ils sont à moins 6 mois. C'est-à-dire, ils sont en train d'essayer de lever des fonds. J'aurais largement préféré que ce soit une Big Pharma. J'aime pas trop les Big Pharma. J'en viens, j'ai bossé pendant 16 ans. Mais j'aurais préféré que ce soit une Big Pharma qui prenne le médicament, parce qu'il l'aurait mis dans un train et ce serait parti tout de suite. Là, une start-up, il faut qu'ils lèvent des fonds pour développer le médicament. Et ils sont dans cette phase-là, donc ils commencent à avoir de l'argent. Et ça, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'une fois, en tant qu'universitaire, lorsque le brevet est pris, c'est mon université, ce qu'on appelle les SAT, qui vont chercher des partenaires. Ils ont choisi ce partenaire-là sans me demander mon avis. Et c'est parti avec cette start-up, dans laquelle je ne veux pas m'impliquer, je veux rester libre. Je les conseille, évidemment, mais je ne veux surtout pas mettre un pied là-dedans. Non, absolument pas. Avec la molécule, non, pas du tout. Pour ça, il faut d'abord fabriquer 1 kilo de la molécule. Le maximum qu'on en ait fait, nous, c'est 1 gramme. Il faut en fabriquer 1 kilo, ce qui n'est pas forcément simple. Il faut contrôler la pureté. Il va falloir démontrer avec des normes réglementaires qu'elle n'est pas toxique. Et ça va prendre minimum 1 an. Typiquement, c'est plutôt 18 mois. Et après, avec un dossier monstrueux déposé au ministère, on est autorisé à aller chez l'homme ou pas. Et après, il y a encore au moins 6 ans à faire. Oui ? Oui, donc est-ce qu'effectivement, il y a des différences d'oxytocine au niveau du récepteur ou de l'hormone selon l'espèce animale et leur comportement? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a des animaux, il y a des canaris qui sont absolument fidèles. Il y en a un qui meurt, l'autre il meurt, il déprime. Il y a plus une espèce animale est sociable, alors les fourmis, les colonies, etc., plus les taux d'oxytocine sont hauts. Par exemple, chez le chat, chez les félins, les taux d'oxytocine sont relativement bas. C'est un animal solitaire. Alors il peut très bien qu'il y ait un mutant un jour qui... Mais ça, c'est les vieilles théories aussi de l'imprégnation. Vous prenez un canard qui sort de l'œuf, vous le mettez dans une colonie d'oies ou de moutons, il va se croire mouton. Et voilà. Donc ça, c'est connu. Et c'était déjà connu chez les éleveurs. Lorsqu'une brebis meurt en mettant bas, eh bien, généralement, les autres brebis n'adoptent pas le petit. La seule manière qu'elle adopte le petit, c'est que vous prenez la peau de la brebis morte et vous en imprégnez le bébé et une autre brebis, et là, elle adopte. On peut induire des adoptions. Et là, on sait, c'est l'ocytocine. Si tu injectes l'oxytocine, tu crées l'adoption. Oui, alors elle se fixe sur 2 autres récepteurs de la vasopressine, qui est une hormone très très proche. Le récepteur V1A et V1B de la vasopressine. V1B, c'est ça qui est un petit peu ambigu. Dans tout ce que j'ai montré des fonctions de l'oxytocine, aujourd'hui, il est difficile de montrer si cet effet est produit par la fixation sur le récepteur oxytocine, ou sur le récepteur V1A, ou sur le récepteur V1B. Il y a des moyens un peu indirects de le montrer. On a fait un peu le ménage. Mais grâce à notre molécule, qui ne se fixe que sur l'oxytocine, on va pouvoir faire le ménage. Donc on va peut-être trouver que notre molécule, et donc l'oxytocine, a telle et telle fonction seulement, mais que sur les autres fonctions, ça passe par le récepteur V1 ou V1B. Et notamment un exemple, je pense que l'anxiété sociale va beaucoup être médiée par le récepteur V1B de la vasopressine. Et donc c'est l'oxytocine sur ce récepteur qui va venir limiter l'anxiété sociale, qui est par exemple derrière l'anorexie, derrière la boulimie. Les troubles du comportement alimentaire, souvent, c'est un problème d'interaction sociale, mais aussi un désamour de son corps, et souvent une sublimation de l'esprit. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de publications. Il y a 1 ou 2 publications japonaises qui montrent qu'on a traité une jeune fille anorexique à l'oxytocine pendant 6 mois, et ses troubles alimentaires ont complètement disparu. Tout ça va rester à valider. Autre expérience en cours, il y a une maladie horrible qui s'appelle la maladie de Prader-Willi, des enfants qui naissent avec une mutation à la naissance, qui est une boulimie terrible. C'est-à-dire que si vous ne leur donnez pas à manger, ils vont se mordre, ils vont se manger, ils vont manger leurs excréments. Ça va très très loin. Et on sait la diagnostiquer très tôt. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient très peu d'oxytocine. On peut reproduire ça chez l'animal, on leur donne de l'oxytocine, retour à la normale. Et c'est en train d'être testé aujourd'hui. C'est Marseille et Toulouse, des collègues de Marseille et Toulouse qui testent l'oxytocine comme ils peuvent. Parce
que c'est pas facile à administrer à ces jeunes nourrissons. Et ça a l'air de marcher. Alors chez l'homme, l'oxytocine, ça ne sert à rien. C'est notre molécule qui va être administrée. Alors là, on a prouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'elle marche par voie orale. Donc si on la donne par voie orale, toutes les expériences se font par voie intrapéritonéale, c'est plus simple. Parce que donner par voie orale à des souris ou des rats, c'est compliqué. Mais quand même, si on veut aller chez l'homme, il faut montrer que ça marche par voie orale. Et donc là, on l'a fait sur des souris. Donc tous les résultats que je vous ai montrés, ils ont été revalidés par voie orale et ça marche. Ce qui veut dire qu'elle rentre dans le cerveau. Alors on a montré qu'elle rentre assez mal, on a pu mesurer la proportion, mais elle rentre suffisamment. Parce qu'il y a très peu de récepteurs dans le cerveau, et ils sont hyper efficaces. Donc il faut peu de molécules pour activer le système. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. On a testé cette molécule sur des 60 lignées cellulaires, cancéro, toxicité, etc., sur 80 récepteurs indésirables. Elle est super propre. Et aujourd'hui, ça fait quand même des années, ça fait 7-8 ans maintenant que mes collègues travaillent sur des animaux avec. Ils n'ont strictement rien observé. Alors chez l'homme, on ne sait pas. Voilà, chez l'homme, on ne sait pas. Voilà, chez l'homme, on ne sait pas. Parce que le spray nasal, on ne peut pas doser. Vous mettez le spray nasal, ça va dans la gorge, ça va dans le pif, on ne sait pas combien vous en respirez. Voilà. Et donc, pour un médicament, il est important de doser. Rien que pour ça. Alors j'ai une interprétation qui doit être fausse. C'est-à-dire s'il y a des spécialistes en évolution dans la salle, ils peuvent me corriger. Mais l'idée, c'était de se dire que le danger dans la prairie, c'est la surpopulation. Un peu comme les Chinois en Chine. Donc il faut limiter les naissances. Il faut un seul bébé, il faut s'en occuper, il faut qu'il survive, mais il ne faut surtout pas que ça pullule. Parce qu'après, le problème, c'est la pullule. Dans la montagne, le problème, c'est que la probabilité de croiser une femelle ou un mâle est extrêmement rare. Et qu'en plus, le taux de décès, puisque les conditions sont quand même difficiles, il y a un taux de survie qui est assez faible dû à l'environnement. Donc l'idée, c'est que dans la montagne, chaque fois qu'un mâle croise une femelle, c'est bien pour l'espèce qu'ils essayent de faire des petits, pour augmenter les chances de faire des petits. Alors que dans la plaine, le risque serait la surpopulation. On m'a dit que cette explication était fausse, parce que la pression de l'évolution se fait jamais pour favoriser quelque chose, ça se fait toujours pour éliminer quelque chose. Donc voilà, donc, je serais ravi de discuter avec un expert en évolution pour essayer de me donner une autre explication que celle-là. Mais en gros, c'est la régulation des naissances, c'est-à-dire si vous êtes chinois en Chine, il ne faut pas faire trop d'enfants parce qu'il n'y a plus de place. Si vous êtes berger dans les Alpes suisses, si on trouve une compagne qui veut bien de vous, autant en profiter. Oui ? Oui, alors il a certainement développé d'autres modes d'interaction sociale qui font peut-être aussi appel à l'ocytocine, mais qui ne vont pas passer par le regard, qui ne vont pas passer par les mêmes comportements que l'on observe entre un animal domestique et un être humain. Donc ils vont avoir leur comportement d'interaction sociale, probablement avec l'oxytocine, ça n'a pas été mesuré, enfin je ne connais pas la publication, mais probablement par d'autres modes d'interaction. Alors que ce qu'on pense qui est commun à toutes les espèces domestiques, c'est celle avec qui l'être humain, alors qu'il a sélectionné, ou on ne sait pas si c'est l'animal qui a sélectionné l'homme ou l'homme qui a sélectionné l'animal, mais il a sélectionné les animaux avec qui il avait un rapport, probablement par le regard, au moins, un minima par le regard, qui fait qu'il pouvait y avoir une complicité quelque part. Alors de maître à esclave, tout ce que l'on veut, mais voilà. Et alors qu'avec les animaux, et ça passe surtout par le regard, alors qu'avec le loup n'interagit pas avec ses congénères par le regard. Donc là, le regard amical avec un loup, ça ne marche pas. D'accord ? Alors qu'avec avec un chien, avec un chat, si vous le regardez, ou si votre chat vous regarde, avec colère ou amour, vous le voyez. Vous êtes capable de le lire dans son visage. Et lui est capable de le lire dans le vôtre. Il est même capable d'induire l'empathie dans le vôtre. Ça a été démontré. Des manips superbes qui ont été faites. Et donc le loup, oui, il a son code d'interaction sociale, mais est-ce que c'est l'olfaction ? Est-ce que c'est la voix ? Est-ce que c'est des comportements corporels ? On ne sait pas, mais il a ses codes. Ça a certainement été étudié. Par contre, je ne pense pas que c'était corrélé avec l'oxytocine. Mais ça ne m'étonnerait pas que ces comportements spécifiques au loup corrèlent aussi avec l'oxytocine chez eux.
Je serais très surpris que ce ne soit pas le cas. Mais ce n'est pas les mêmes codes que nous. Pareil, l'interaction sociale chez les souris, ça passe par l'olfaction. Alors que chez l'être humain, on pense qu'on a perdu ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qu'on peut sentir, des gens qu'on ne peut pas sentir. Il y a des tas de choses superbes à voir autour de ça. Mais ça passe surtout par la parole et le regard. Beaucoup par la parole, l'interaction sociale. Et le regard. Et aussi l'odeur. Je ne peux pas résister à vous dire ça. Il a été démontré, on a fait des études statistiques, des systèmes immunitaires des personnes en couple. On s'est rendu compte que des personnes en couple, désireuses d'avoir des enfants, avaient des systèmes immunitaires extrêmement éloignés, plus éloignés l'un de l'autre que la statistique. Et on s'est dit, mais lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un pour essayer de se mettre en couple, comment est-ce que je connais le système immunitaire de la personne en face? Ça n'est pas donneuse de moelle osseuse, on ne peut pas savoir. Donc par où ça passe? Et on s'est dit, mais est-ce que ça ne passerait pas par l'odeur? Et on s'est rendu compte en fait qu'il y a un lien entre notre système immunitaire, les métabolites que l'on transpire, et ce que la personne en face va trouver agréable ou pas comme odeur. Donc on aurait appris à trouver agréable l'odeur de l'autre lorsqu'elle est le code barre d'un système immunitaire éloigné d'une autre. Quel est l'intérêt de ça? C'est qu'on se met en couple avec quelqu'un qui va donner à notre descendance un spectre de défense plus large. Et ça passe par l'odorat. Voilà, il y a des tas de choses incroyables comme ça. C'est un domaine extraordinaire. Mon premier médicament que j'ai sorti, c'est sur le vomissement. Je ne vous dis pas. Mes pharmacologues ont regardé vomir des furets pendant 3 ans. C'était pas terrible. Mais attention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des odeurs que tout le monde déteste et des odeurs que tout le monde adore. Chacun a ses goûts. Hein. Donc justement, on va aimer les odeurs de son complémentaire. Et fort heureusement, tout est possible. Pareil sur les formes. Là, on sort de l'oxytocine, mais sur les formes, on a appris à trouver belles et attirantes, bizarrement, alors statistiquement, chez la femme, des proportions. C'est pas grosse, maigre, etc. Mais c'est des proportions poitrine, hanche, taille. Alors ça peut être, ou ça peut être, peu importe, ça va dépendre des populations, des cultures, mais dans tous les cas, ces proportions sont un indicateur de la fertilité. Donc on a appris à trouver beau des proportions qui donnent des chances d'avoir un enfant. Ça, c'est incroyable. Et de nouveau, avec une diversité. Mais quand même, une logique assez terrible de survie de l'espèce. Si on trouvait beau et si on tombait amoureux de personnes infertiles, on ne serait pas là. Donc il y a une sorte de logique. Bon, mais surtout, je ne veux surtout pas limiter. Hein. C'est-à-dire que tout est possible. Et tout est beau, et tout est noble, et tout est respectable. Mais on trouve cette sorte de logique dans la nature. D'autres questions? Alors vous allez deviner sa question à travers ma réponse. Donc le candidat médicament qui est le LIT002, aujourd'hui, il m'échappe. C'est-à-dire qu'il est dans les mains de la start-up. Et c'est eux qui vont décider des applications qu'ils vont viser en premier. Et ils vont probablement démarrer par le sevrage à l'alcool. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de démontrer que la molécule est efficace. Il va être très délicat de montrer l'activité chez les autistes. Parce qu'il va falloir savoir à quelle dose, à quel moment, qu'est-ce qu'on regarde comme amélioration. Et pour répondre à ta question, ce que l'on imagine aujourd'hui, c'est que chez les autistes, qui viendront donc en deuxième rideau, l'idéal serait de le donner le plus tôt possible au moment où l'enfant apprend les codes de l'interaction sociale. C'est là qu'on va lui donner ces codes pour sa vie. Il n'aura plus besoin de la molécule. Si on la donne à des adultes, on va l'aider. Mais il aura déjà un handicap. Il aura déjà, lui, une histoire avec des bons moments, des mauvais moments. Et ça va venir peser un peu sur lui. Mais ça va l'aider quand même. Merci encore. Voilà, merci à vous.